Quelque part dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, il existe un jardin amish qui n'a pas été labouré depuis plus de 40 ans. Aucun motoculteur ne l'a jamais touché, aucune bouteille d'herbicide chimique n'a jamais été ouverte à proximité, et pourtant, le sol est si noir et grumeleux qu'il ressemble à un gâteau au chocolat frais. Les mauvaises herbes sont presque inexistantes. Pendant ce temps, à 500 km à l'est, dans les banlieues et les jardins de tout le pays, des millions de jardiniers se réveillent chaque printemps avec le même déchirement. Le chien-dent est de retour, les chardons sont réapparus, les pissenlits ont lancé une nouvelle invasion. Malgré toutes les pulvérisations, tous les arrachages et tout l'argent dépensé au magasin de bricolage, chaque belle matinée de printemps qui devrait apporter de la joie apporte une nouvelle série de flexions, de génuflexions et de douleurs. Combien de samedis matins ont été perdus dans cette même bataille perdue d'avance? Le marché mondial des herbicides dépasse aujourd'hui les 34 milliards de dollars par an. Avec une croissance d'environ 5% par an, ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle économique. Un modèle fondé non pas sur la résolution définitive du problème des mauvaises herbes, mais sur une gestion juste suffisante pour que les jardiniers continuent d'acheter les mêmes bouteilles saison après saison. Mais au pays des Amish, des dizaines de milliers de jardiniers ont discrètement quitté cet engrenage. Ils produisent une nourriture abondante année après année sans dépenser un centime en désherbants commerciaux. Leur secret n'est pas exotique, il n'est pas coûteux. C'est un système si simple que l'industrie moderne du jardinage n'a que très peu d'intérêt financier à en faire la promotion. Ils l'appellent la méthode du sans-labour pour toujours. Et la science qui l'appuie aujourd'hui provient de certaines des universités agricoles les plus respectées au monde. Voici exactement comment cela fonctionne et comment tout jardinier amateur peut commencer à l'utiliser dès cette saison. Chaque printemps, le même rituel se joue dans les jardins du monde entier. Le motoculteur sort de la remise. Le moteur s'ébroue. La terre est remuée jusqu'à ce qu'elle paraisse sombre, meuble et propre. Le jardinier prend du recul, essuie sa sueur et admire la plate-bande vide. Cela ressemble à un nouveau départ parfait. Mais dans ce cas, les apparences sont dangereusement trompeuses. Cette terre fraîchement labourée est en réalité la principale raison pour laquelle les mauvaises herbes continuent de gagner. Et c'est une erreur que même les jardiniers expérimentés, des gens qui cultivent la terre depuis 30 ou 40 ans, commettent sans jamais la remettre en question. Des recherches de l'Université d'État du Michigan ont révélé une réalité cachée sous chaque jardin en Amérique. Les sols agricoles contiennent entre 56 et près de 15 000 graines de mauvaises herbes viables dans un seul pied carré, environ 0,09 mètres carrés. 15 000. Imaginez une parcelle de terre pas plus grande qu'une assiette et imaginez 15 000 minuscules graines entassées, toutes en attente. Les scientifiques appellent ce réservoir souterrain les banques de graines de mauvaises herbes, et ces graines sont d'une patience étonnante. Un seul chénopode blanc, l'une des mauvaises herbes les plus courantes en Amérique du Nord, peut produire plus de 72 000 graines en une seule saison. Beaucoup de ces graines restent viables sous terre pendant 5, 10, voire 20 ans. Des graines d'abutilon ont été documentées en train de germer après des décennies de dormance dans l'obscurité totale. Tout ce dont ces graines enfouies ont besoin, ce sont deux choses, un peu d'humidité et un bref éclair de lumière. Chaque fois qu'une lame de motoculteur ou le tranchant d'une pelle fend le sol, elle plonge dans ce coffre-fort souterrain sombre, ramène les graines à la surface et leur offre exactement ce qu'elles attendaient patiemment. C'est comme piocher dans un sac de 10 000 billets de loterie et en sortir une poignée. Sauf que c'est le jardinier qui perd à chaque fois, mais les dégâts ne s'arrêtent pas aux graines de mauvaises herbes. La biologiste du sol, le docteur Elaine Ingham, a passé des années à cartographier ce qu'elle appelle le réseau trophique du sol, un vaste réseau vivant de bactéries, de champignons, de protozoaires et de micro-organismes qui assurent le fonctionnement d'un sol sain. Imaginez cela comme une ville souterraine avec des routes, des itinéraires de livraison et des lignes de communication circulant entre les racines des plantes. Lorsqu'un motoculteur traverse cette ville, il rase les bâtiments et déchire les routes. Les victimes les plus critiques sont les autoroutes fongiques connues sous le nom de champignons mycorhiziens à arbuscules.
Ces réseaux microscopiques s'attachent directement aux racines des plantes et les aident à accéder à l'eau et aux minéraux situés profondément sous terre, bien plus profondément que les racines seules ne pourraient jamais l'atteindre. Considérez-les comme le système de plomberie du sol. Détruisez la plomberie et les plantes auront soif même si l'eau est à proximité. Ces mêmes champignons produisent un adhésif biologique naturel appelé glomaline, qui lie les particules de sol en agrégats spongieux et aérés qui retiennent à la fois l'air et l'eau. Détruisez les champignons, détruisez la glomaline. Au milieu de l'été, la plate-bande qui semblait si prometteuse en avril s'est transformée en une argile dure, comme de la pierre qui se fissure sous la chaleur et rejette l'eau comme du béton. L'approche Amish commence par une décision radicale. Mettre le motoculteur à la retraite définitivement. Laisser les graines enfouies rester dans l'obscurité où elles ne peuvent pas germer. Laisser les réseaux fongiques se reconstruire et se reconnecter. Laisser le sol faire ce qu'un sol sain a toujours été conçu pour faire lorsque les jardiniers cessent simplement de le déchirer chaque printemps. Mais si le motoculteur est retiré, comment créer réellement une nouvelle plate-bande? Comment gérer les mauvaises herbes existantes sans produits chimiques, sans machines et sans travail éreintant? La réponse implique quelque chose que la plupart des ménages jettent au recyclage chaque semaine. Entrez dans n'importe quelle forêt préservée et regardez le sol. Il n'est jamais nu. Les feuilles mortes, les brindilles en décomposition, les fragments d'écorce et les débris végétaux forment une couverture continue sur la surface du sol. Cette couverture fait trois choses essentielles à la fois. Elle étouffe les semis de mauvaises herbes avant qu'ils ne démarrent. Elle nourrit les micro-organismes en dessous et elle emprisonne l'humidité pour que le sol ne s'assèche jamais complètement. La nature a perfectionné ce système bien avant que le jardinage n'existe. Les Amish le copient simplement en utilisant du carton ondulé brun ordinaire. Voici le processus étape par étape, et il est d'une simplicité presque choquante. Premièrement, il n'est pas nécessaire de se casser le dos à arracher les mauvaises herbes existantes ou l'herbe. Il suffit de tondre ou de couper la végétation aussi près du sol que possible. Ensuite, arroser abondamment la zone. Ce n'est pas seulement pour l'humidité. Cela réveille la biologie du sol en dessous et signale aux vers de terre que quelque chose d'intéressant est sur le point de se produire à la surface. Ensuite, posez des feuilles de carton ondulé brun ordinaire en les faisant se chevaucher. Retirez d'abord tout ruban adhésif, autocollant ou section imprimée brillante. Voici maintenant le détail qui sépare le succès de la frustration. Les bords de chaque morceau doivent se chevaucher d'au moins 10 à 15 cm. Les mauvaises herbes sont des opportunistes implacables. S'il y a ne serait-ce qu'un interstice infime entre deux feuilles où la lumière s'infiltre, elles le trouveront et passeront au travers en quelques jours. Pourquoi du carton plutôt que la bâche plastique vendue dans toutes les jardineries? Parce que le carton fait deux choses que le plastique ne pourra jamais faire. Premièrement, il est complètement opaque. Il bloque 100% de la lumière du soleil atteignant le sol, fermant instantanément la banque de graines de mauvaises herbes sous la surface, sans ce déclencheur lumineux. Les mauvaises herbes existantes meurent dans l'obscurité et ces 15 000 graines enfouies restent dormantes. Deuxièmement, et c'est ce qui enthousiasme tant les chercheurs, à mesure que le carton repose dans l'obscurité et l'humidité, il devient une source de nourriture irrésistible pour les vers de terre. La cellulose en décomposition les attire vers la surface comme une cloche de dîner. Ils creusent des tunnels dans le sol compacté, l'aérant gratuitement, et laissent derrière eux des turicules de verre. Largement reconnu comme l'un des engrais naturels les plus denses en nutriments disponibles. En 4 à 6 mois, le carton se biodégrade complètement, disparaissant dans la terre juste au moment où il n'est plus nécessaire. La bâche plastique, en revanche, reste éternellement, étouffant lentement la biologie du sol en dessous, et finit par se déchirer en lambeaux qu'il faut retirer à la main. Pour compléter le système, le carton est recouvert de couches organiques. Les Amish ajoutent généralement 5 à 10 cm de compost riche en azote, suivi d'une couche supérieure protectrice de paille riche en carbone, de paille, de feuilles d'automne déchiquetées ou de copeaux de bois. La pédologue Dr. Christine Jones a montré que ce type de couverture organique diversifiée et multicouche protège la biologie du sol aussi bien pendant la sécheresse que lors de fortes pluies.
créant une résilience qu'un sol nu ou traité chimiquement ne peut tout simplement pas égaler. Et voici la partie qui surprend la plupart des gens. La plantation n'a pas besoin d'attendre des mois que le carton se décompose. Les plantes peuvent être installées le jour même. Il suffit de couper un petit X dans le carton avec un cutter, de replier les rabats, de placer le plant dans le sol en dessous et de replier le carton hermétiquement autour de la tige. Le résultat est frappant. Une croissance vigoureuse et précoce et une réduction spectaculaire des mauvaises herbes dès le premier jour. La méthode du carton traite le problème des mauvaises herbes de haut en bas. Mais qu'en est-il du déblocage du plein potentiel de croissance de chaque plante individuelle? Cela nécessite d'examiner de plus près ce qui se passe à l'intérieur du trou de plantation, et une erreur que même les jardiniers chevronnés commettent sans s'en rendre compte. Il existe un plateau frustrant que de nombreux jardiniers dévoués atteignent sans jamais vraiment comprendre pourquoi. L'arrosage est régulier, le compost est généreux, les plantes ont l'air correctes, mais elles refusent de vraiment décoller. Elles restent là, au point mort, saison après saison. Les feuilles sont pâles au lieu d'être d'un vert profond. Les fruits sont petits et rares. Souvent, le coupable est complètement invisible. Les nutriments sont physiquement présents dans le sol, mais ils sont chimiquement verrouillés et inaccessibles parce que le pH est déséquilibré. Imaginez cela comme un garde-manger plein de nourriture dont chaque placard serait cadenassé. Les provisions sont là. Les plantes ne peuvent tout simplement pas les atteindre. De nombreux cultivateurs amish traditionnels résolvent ce problème grâce à un couplage astucieux de deux éléments qui ne coûtent rien: le marc de café usagé et les cendres de bois. Mais il y a un piège critique qui fait trébucher presque tous ceux qui essaient sans comprendre la chimie. Utilisés de manière incorrecte, ces deux ingrédients font plus de mal que de bien. Le marc de café est un amendement du sol véritablement utile. Il fournit de l'azote, attire les vers de terre et stimule l'activité microbienne. Cependant, avec une utilisation intensive et répétée au fil du temps, le marc de café peut progressivement faire baisser le pH du sol vers l'acidité. Cette dérive lente commence à bloquer des nutriments essentiels, en particulier le calcium et le phosphore, que les plantes ont alors du mal à absorber. Le contrepoids traditionnel vient de la cheminée. La cendre de bois, plus précisément. La cendre de bois dure, propre et non traitée. Jamais de cendre de briquettes de charbon de bois peint ou de bois traité sous pression. Ceux-ci contiennent des produits chimiques qui n'ont pas leur place près d'un jardin potager. La cendre de bois dur pur est une source concentrée de potassium, de calcium et de magnésium. Les minéraux exacts dont les tomates et les poivrons ont besoin pour construire des parois cellulaires solides et produire des fruits lourds et savoureux. C'est là que la plupart des jardiniers bien intentionnés se trompent. L'instinct évident est de jeter une pelletée de cendres de bois sèches directement dans le trou de plantation à côté du marc de café, mais la cendre de bois, c'est très alcaline. Lorsque la cendre sèche rencontre l'azote du marc de café, une réaction se déclenche. L'alcalinité provoque la conversion de l'azote précieux en gaz ammoniaque qui s'échappe dans l'air avant que la plante ne puisse en utiliser la moindre partie. De plus, le pic soudain et localisé de pH peut brûler les jeunes racines tendres. L'astuce transmise par la pratique traditionnelle est simple et élégante. Au lieu d'utiliser de la cendre sèche, la cendre est transformée en un extrait liquide doux. Il suffit de mélanger 2 cuillères à soupe de cendre de bois dur dans 1 litre d'eau et de laisser reposer toute la nuit. Au matin, les minéraux se sont dissous dans un liquide trouble et laiteux, toujours puissant, mais dilué en toute sécurité. Au moment de la plantation, une généreuse poignée de marc de café usagé est déposée sans tasser au fond du trou. Ensuite, on verse doucement 1/4 de tasse de l'extrait de cendre laiteux sur le marc. La chimie qui suit est discrète mais puissante. Les minéraux alcalins dissous neutralisent l'acidité du café progressivement et uniformément, sans pic destructeur. Le pH se stabilise dans cette zone idéale où les nutriments se débloquent et deviennent disponibles. Lorsqu'un plant est installé dans ce trou préparé, ses racines pénètrent immédiatement dans une poche de sol biologiquement active et au pH équilibré. L'azote du café est disponible tout de suite. Le calcium de la cendre commence à renforcer les tiges. Les jardiniers qui utilisent cette méthode de manière constante
rapportent un feuillage d'un vert nettement plus profond et une croissance plus vigoureuse dès la 3e semaine. Une différence visible par rapport aux plantes installées dans des trous non traités à seulement quelques mètres de là. Le Dr Jerry Hatfield, ancien directeur du Laboratoire national pour l'agriculture et l'environnement de l'USDA, est passé des décennies à rechercher comment la chimie du sol affecte les performances des plantes. Ces travaux ont confirmé ce que les cultivateurs traditionnels ont toujours compris intuitivement. Lorsque la chimie du sol est correctement équilibrée, le propre système immunitaire de la plante fonctionne à son apogée, résistant aux ravageurs et aux maladies bien plus efficacement que n'importe quelle pulvérisation chimique ne peut le faire de l'extérieur. Cette technique du trou de plantation prend 5 minutes, ne coûte rien et donne à chaque plante le meilleur départ possible. Mais qu'en est-il des longs mois entre les saisons de culture? Lorsque le jardin reste vide et exposé, c'est là que les Amish se tournent vers une plante remarquable qui combat les mauvaises herbes entièrement par elle-même. Voici un fait qui semble presque trop beau pour être vrai. Il existe une culture céréalière commune et peu coûteuse qui fabrique son propre herbicide naturel pendant sa croissance. Elle supprime les mauvaises herbes automatiquement. Pas de pulvérisation, pas d'arrachage, aucun effort de la part du jardinier. À la fin de la récolte d'été, les cultivateurs Amish expérimentés ne laissent jamais leur sol nu et exposé. Un sol nu est une invitation ouverte. La nature s'empresse de couvrir tout sol exposé avec ce qui pousse le plus vite. Et dans la plupart des jardins, cela signifie des mauvaises herbes. Ainsi, au lieu de laisser les plates-bandes vides pendant les mois froids, les cultivateurs traditionnels sèment des graines d'une culture de couverture spécifique appelée seigle céréalier. Des chercheurs de l'Université Cornell et de l'Université d'État de Pennsylvanie ont largement documenté un phénomène biologique appelé allélopathie. À mesure que le seigle céréalier pousse, même pendant les températures glaciales de l'hiver, il produit discrètement des composés chimiques appelés benzoxazinones dans ses racines et ses feuilles. Lorsque les résidus de seigle commencent à se décomposer au début du printemps, ces composés sont libérés directement dans le sol environnant. L'effet sur les mauvaises herbes est dévastateur. Des études universitaires montrent que les résidus de seigle céréalier peuvent supprimer la germination d'envahisseurs de jardin notoires comme l'amarante, le chien-dent et le chénopode blanc jusqu'à 95% pendant 30 à 60 jours. C'est une suppression presque totale des mauvaises herbes obtenues entièrement grâce à la propre chimie naturelle de la plante. Sans une seule application de quoi que ce soit provenant d'une bouteille, la gestion printanière est tout aussi simple. Environ 3 à 4 semaines avant la plantation, le seigle est coupé à la base, au ras du sol, et laissé à plat sur la surface du sol comme une épaisse couverture dorée. Pas de labour. Les réseaux fongiques en dessous restent intacts. Ce tapis de résidus de seigle remplit désormais une triple fonction. Il bloque physiquement la lumière du soleil pour qu'elle n'atteigne pas les graines de mauvaises herbes. Il conserve jusqu'à 30% de l'humidité du sol en réduisant l'évaporation. Et il continue de libérer sa chimie naturelle de suppression des mauvaises herbes à mesure qu'il se décompose lentement. Les plantes de printemps sont installées directement à travers, insérées dans de petites ouvertures pratiquées dans le tapis. Pour les jardiniers amateurs, les graines de seigle céréalier sont largement disponibles dans les magasins de fournitures agricoles et chez les semenciers en ligne. Souvent vendues en vrac au kilo pour quelques euros seulement, un léger semis sur la plate-bande au début ou au milieu de l'automne, idéalement 4 à 6 semaines avant les premières fortes gelées. Et tout ce qu'il faut, le seigle germe rapidement, pousse pendant l'hiver sans arrosage ni entretien, supprime les mauvaises herbes jusqu'au printemps et nourrit le sol en se décomposant. Un simple semis d'automne remplace des mois de désherbage l'année suivante. Le seigle céréalier gère magnifiquement la situation globale. Mais qu'en est-il des milliers de minuscules graines de mauvaises herbes qui rôdent encore à la surface du sol? Attendant leur chance? Pour celle-là, les Amish ont une autre astuce, et elle est d'une intelligence presque diabolique. Cultiver des plantes délicates à partir de graines, carottes, betteraves, laitues, radis, haricots, présente un défi unique. Ces plantes sont minuscules et fragiles à leur début, bien trop petites pour rivaliser avec les mauvaises herbes.
Chaque plant de mauvaise herbe qui germe à leur côté vole de la lumière, de l'eau et des nutriments. La réponse amish est une stratégie appelée le faux semis, et elle fonctionne exactement comme un piège soigneusement tendu. La plate-bande est préparée exactement comme si le jour de la plantation était arrivé, ratissée, arrosée en profondeur, la surface paraissant parfaite et prête, et puis rien ne se passe. Aucune graine n'est semée. Le jardinier s'en va et attend simplement. En l'espace d'une semaine à 10 jours, quelque chose de prévisible se produit. Des milliers de graines de mauvaises herbes dormantes reposant près de la surface sans l'humidité et la lumière. Elles germent avec enthousiasme. De minuscules fils verts perçant le sol, convaincus que leur moment est enfin venu. Et c'est là que le piège se referme. Juste au moment où ces semis de mauvaises herbes émergent, à peine visibles, ne dépassant pas une fraction de centimètre, avec presque aucun système racinaire encore, une houe tranchante gratte légèrement le premier centimètre et demi de sol. 5 minutes de travail doux et superficiel anéantissent une génération entière de mauvaises herbes avant qu'une seule ne puisse devenir assez grande pour laisser tomber ses propres graines. Le timing est crucial. Attrapez-les quand elles sont fines comme des fils et à peine enracinées, et elles s'enlèvent sans presque aucun effort. Attendez une semaine de trop, et elles s'installent. La clé est aussi de gratter superficiellement. Aller trop profond ne ferait que ramener d'autres graines enfouies et recommencerait tout le cycle. Répéter ce processus simple 2 fois avant de planter peut réduire de manière permanente l'émergence des mauvaises herbes dans cette plate-bande de 50 à 70% pour le reste de la saison de culture. Les mauvaises herbes ont été invitées à la fête et la porte s'est refermée derrière elles. Pour les espaces libres entre des cultures hautes comme le maïs, les tomates et les haricots à rames, les Amish utilisent une autre couche de défense, un couvre-sol vivant. Le choix le plus courant est le trèfle blanc hollandais, semé directement entre les rangs une fois que les cultures principales mesurent quelques centimètres et sont assez établies pour ne pas être étouffées. Ce trèfle rampant offre 3 avantages à la fois. Il forme un tapis vivant dense qui évince physiquement les mauvaises herbes, ne laissant aucun sol nu pour les opportunistes. Il puise l'azote libre directement dans l'atmosphère grâce à une relation symbiotique avec des bactéries dans ses nodules racinaires, délivrant cet azote directement dans le sol environnant, nourrissant les cultures voisines sans un seul sac d'engrais. Et ces grappes de fleurs blanches attirent les insectes pollinisateurs par centaines tout au long de la saison de culture, augmentant considérablement la nouaison des tomates, courges et poivrons à proximité. Mais l'avantage le plus fascinant se produit peut-être après la tombée de la nuit. Une étude publiée par des chercheurs de l'Université Cornell a révélé que les carabes communs, de petits prédateurs nocturnes à carapace dure, qui prospèrent à l'abri des cultures de couverture et du paillis de paille, sortent la nuit et consomment jusqu'à 65% des graines de mauvaises herbes reposant sur la surface du sol. Pendant que le jardinier dort, une armée silencieuse d'alliés patrouille dans les ranches du jardin et mange la prochaine génération de mauvaises herbes avant même qu'elle n'ait une chance de germer. Entre le piège du faux semis, le tapis de trèfle vivant et la patrouille nocturne des carabes, même les cultures les plus vulnérables démarrées à partir de graines ont une réelle chance de réussir sans produits chimiques, sans désherbage manuel sans fin et sans se réveiller avec des courbatures le lendemain matin. Il y a quelque chose de discrètement puissant à prendre du recul et à voir tout cela ensemble. Quand le motoculteur est mis au repos et que le carton est posé, quand le marc de café et la cendre de bois remplacent les produits du commerce, quand le seigle céréalier, le trèfle, les vers de terre et les carabes sont autorisés à faire le travail pour lequel ils ont toujours été conçus, le jardinage cesse d'être une bataille. Cela devient quelque chose de plus proche d'un partenariat, d'une conversation entre le jardinier et la terre où les deux parties finissent par se comprendre. Les Amish l'ont compris depuis des générations. Ils ont observé, ils ont écouté le sol au lieu de le combattre. Et maintenant, la science moderne confirme leur sagesse avec des données concrètes provenant d'universités respectées. Abandonner la charrue, couvrir le sol, nourrir la biologie au lieu de l'empoisonner. Ce ne sont pas des raccourcis ou des compromis.
C'est simplement la façon dont un sol sain est toujours été censé fonctionner. Chaque technique de cette vidéo partage un point commun. Elle travaille avec la nature au lieu de s'y opposer. Et chacune d'entre elles est gratuite. Pas d'équipement spécial. Pas d'abonnement annuel au rayon chimie du magasin de bricolage. Juste de l'observation, de la patience et une volonté de laisser le sol faire ce qu'il sait déjà faire. Cela ne coûte rien. Cela épargne les dos douloureux et les genoux raides. Et cela construit un sol riche, noir et vivant qui survivra à chaque jardinier qui s'en occupe. Un héritage silencieux transmis non pas en dollars, mais dans la terre elle-même. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire et les méthodes que d'autres ont tenté d'enterrer. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.